Alors bonjour, merci Olivier Lafly de m'accueillir dans le cadre des cafés ou du café du vendredi à l'atelier de numérisation de la ville de Lausanne. Alors on m'a invité pour vous conter une histoire. Alors Olivier me connaissant savait que j'allais pouvoir parler de 1000 choses, de médiums différents, de choses personnelles ou pas, je sais que d'autres l'ont fait. Moi j'ai décidé de vous conter une histoire d'amour. Ça change un peu de l'art et de la tradition. Alors, une histoire d'amour qui sera tout de même entremêlée de fils historiques, artistiques bien sûr, féministes un petit peu, et puis bien évidemment en lien avec la ville de Lausanne. Cette histoire, pour vous donner un cadre, donc elle se déroule à Lausanne, au milieu du XXe siècle, et elle a 3 personnages principaux et puis finalement une multitude de personnages secondaires mais qui vont rapidement venir au premier plan de mon histoire. Alors au départ, mes personnages sont une jeune femme employée de l'horlogerie, dans l'horlogerie, un jeune homme un peu plus âgé qui est le graphiste et puis un artiste reconnu. Ces 3 personnes ont une histoire d'amour ou peut-être plus justement l'histoire d'une belle rencontre qui va avoir des conséquences, de belles conséquences, de grandes conséquences pour la ville de Lausanne et son rayonnement international. Alors au milieu du XXe siècle, parce que vous l'avez compris quand même, je vais certainement vous parler un peu tout de même d'art textile. Au milieu du XIXe siècle, il y a on va parler d'une renaissance de l'art de la tapisserie. L'art de la tapisserie, l'art du fil, l'art de la lisse est vraiment ancestral. Tout à l'heure, lorsqu'on m'a fixé le micro, je rigolais parce que oui, nous portons tous des vêtements. Adam et Ève, rapidement, ont dû se vêtir, on se protège de vêtements, on se chauffe, on habite parfois sous des tentes. Dans tous les pays, à travers le monde entier, le textile a eu une importance fondamentale. Bien évidemment, lorsque je vous dis tapisserie, si vous êtes si vous faites partie du commun des mortels, tapisserie, vous voyez certainement immédiatement l'image de quelque chose d'assez ancien, voire, mais vous auriez tort, d'un peu poussiéreux, que seraient de grandes tentures, vraiment de taille monumentale, généralement tissées en laine ou en soie, que vous pouvez voir éventuellement dans des palais, dans des châteaux. Cet art de la tapisserie, né dans les Flandres au XIVe siècle, et puis après qui s'est développé à travers tous les pays d'Europe, était vraiment, à l'époque et pendant plusieurs siècles, un art du prestige, un art qui était associé à la noblesse. Et puis au XIXe et au XXe siècle, on va un peu oublier cette image solaire, cette image de grandeur, de force de la tapisserie. Et puis la tapisserie va être un peu oubliée. Alors il y a eu de grands ateliers, de grandes manufactures de tapisserie. Alors en Flandre, je l'ai dit, bien évidemment en France également. Ce sont les grandes manufactures royales des Gobelins, de Beauvais. Ce sont aussi une multitude d'ateliers qui se trouvent à Aubusson. Au XXe siècle, en fait, ces ateliers sont un peu perdus dans leur fil. Ils n'arrivent plus à trouver le bon fil pour sortir de la bobine. La production est quand même somme toute au ralenti, il manque un intérêt. Et là intervient donc un de mes 3 personnages principaux. Mon artiste reconnu, c'est Jean Lurçat. Alors Jean Lurçat, il est déjà au milieu du siècle connu de la plupart. Il est peintre, il est graveur, il a fait du dessin, il a créé des bijoux, il a travaillé la céramique et il va s'intéresser, et c'est ce pourquoi très certainement il est le plus connu, à la tapisserie. Il lui-même va réaliser des cartons de tapisserie, des dessins pour les tapisseries, mais aussi il n'est pas le seul à le faire.
plusieurs au Portugal, en France, en Italie. Vous avez des personnes qui s'interrogent sur la possibilité de redonner un peu de lumière à cet art de la tapisserie. L'URSA, il le fait de manière assez simple, assez pragmatique. Il dit les lissiers originaux. Peut-être je vous donne juste quelques formes pour que vous compreniez là où effectivement l'invention ou le renouveau est pertinent. La tapisserie originale, la tapisserie traditionnelle, est toujours tissée sur un métier à tisser qui peut être de basse lisse ou de haute lisse. Et au départ, vous avez une production d'un artiste. Cela peut être un dessin, une gravure, un tableau. Vous avez une création originale. Cette création va être en fait reproduite, retravaillée par un cartonnier. Le cartonnier va en fait produire à une échelle 1:1 qui correspond à la taille de la tapisserie finale ce dessin, donc en grand format. On peut imaginer, et d'ailleurs actuellement nous avons, la Fondation Tom Spoli présente une exposition à Genève sur les héros antiques. Vous avez des tapisseries qui mesurent 4 mètres sur 8 ans. Ces tapisseries, elles sont réalisées par des ateliers qui vont travailler à partir des cartons. Donc vous avez le créateur artiste, le cartonnier et le lissier. Ce que fait l'URSA au milieu du XXe siècle, c'est qu'il sauve quelque part les ateliers d'Aubusson, mais d'un autre côté, il ôte peut-être une certaine liberté aux lissiers, aux personnes qui vont vraiment tisser à l'aide de leurs navettes ces grandes tentures, en limitant par exemple la palette des couleurs. Lorsqu'on parle de l'art de la tapisserie, on parle de 14 000 à 15 000, plutôt, excusez-moi, de 1400 à 1500, non parce que quand même la palette n'est pas infinie, on n'est pas encore dans les Pantones de la photo, de 1400 à 1500 bobines de fil différentes. L'URSA va dire on va se limiter au maximum à 30. Et les cartons, il va les numéroter. Donc le lissier n'aura plus sous son métier à tisser un carton qu'il pourra interpréter en quelque sorte. Il aura des grandes figures dessinées avec des numéros et en fait c'est un schéma qui va permettre une production, une nouvelle production de ces ateliers à Aubusson. Ça sous-entend aussi qu'à l'époque, tous les grands artistes que sont Matisse, Arp, Léger, Le Corbusier, etc., vont eux également produire des cartons, des dessins qui vont être confiés aux manufactures royales ou aux ateliers pour réaliser des tapisseries. Là, nous sommes au milieu des années 50, en tout cas dans cette période d'après-guerre. Entre 1946 et 1950 environ, il y a une grande exposition qui tourne à travers l'Europe, qui est celle de la tapisserie française du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Elle est initiée à Paris, puis après elle va circuler à Lisbonne, à Londres. Alice, qui est donc le troisième personnage de ma fiction, voyage beaucoup pour son travail. Et quand elle se retrouve à Londres face à ces créations qui représentent plusieurs siècles d'art textile, elle trouve ça phénoménal. Elle se dit que cet art de la lisse, et puis que ce renouveau qu'elle sent, et surtout peut-être avec beaucoup d'intuition, elle imagine le futur de cet art du fil. Lorsqu'elle rentre à Genève, et qu'elle a une discussion d'ailleurs avec son ami graphiste, qui devient très rapidement d'ailleurs son amoureux, et puis son mari, les deux abandonnent leur travail respectif et se lancent dans la promotion de cet art du fil. Ils le font vraiment avec énormément d'enthousiasme, de cœur et d'énergie. Il y a une rencontre fondamentale, alors bien sûr mon histoire d'amour, c'est celle d'Alice et de Pierre Poli, peut-être que vous l'aviez compris. Et puis l'histoire de cette belle rencontre, c'est en fait l'histoire de ce couple avec
avec monsieur Jean Lurçat, qui a donc réinitié l'art de la lisse. Ils vont discuter longuement ensemble, ils sont convaincus qu'il faut trouver une place pour créer quelque part une sorte d'institut, une sorte de centre qui serait voué à l'art de la tapisserie. Et là où c'est certainement l'enthousiasme et le positivisme qui sont leurs qualités, je pense, aux trois les plus importantes, ils vont parvenir à convaincre les officiels de la ville de Lausanne. Alors ce sont Georges-André Chevalat, qui est alors le syndic de la ville de Lausanne, et puis Pierre-Henri Jacquard, qui est le directeur de l'association des intérêts de la ville de Lausanne. Ils vont réussir à les convaincre de créer ce centre de la tapisserie, pas à Paris, pas à Aubusson, pas à Londres, mais de le faire à Lausanne. Et donc est créé en 1962 le CITAM, qui est le Centre international de la tapisserie ancienne et moderne. Ce qui est drôle également, c'est que bien évidemment, sur le canton de Vaud, mais ailleurs également, hein, on a toujours un peu peur de se lancer dans les grands projets. Et puis, lorsque très rapidement, ils imaginent ensemble le projet de créer une biennale de la tapisserie à Lausanne, il y a des gens qui s'exclament avec beaucoup de peur, mais complètement fou. Pour créer une tapisserie, il faut 6 mois, 1 année, 2 ans, comment vous voulez monter une manifestation qui devienne internationale, parce que c'est vraiment l'intention à la fois de Lurçat et de Pierre Pauly, de monter une biennale, elle ne pourra jamais se renouveler. Ce qui, en fait, au fur et à mesure des années, va s'avérer totalement faux, parce qu'au contraire, les jurys successifs vont être débordés, en fait, par les dossiers qui vont arriver de participation au biennale de la Biennale internationale de la tapisserie de Lausanne. Ces biennales, donc la première biennale, a lieu en 1962. Il y en aura 15 au total, voire 16. En fait, il y en a 16. Je vais peut-être pas compliquer tout de suite les choses. Elle dure de 1962 à 1995. Pendant plus de 30 ans, vous allez avoir, grâce à mon trio de rencontres, Alice, Pierre et Jean, des gens du monde entier, de l'Europe entière, mais du monde entier, qui vont chaque année réserver leurs vacances, leur périple professionnel en s'organisant pour passer par la ville de Lausanne pour voir ces biennales de Lausanne. 1962, la toute première, on n'est pas encore dans la révélation d'un art textile. On est dans quelque chose qui demeure assez traditionnel. Ce sont des tapisseries qui sont toujours, telles que je vous l'ai expliqué auparavant, des tapisseries qui sont tissées sur des métiers, qui ont obligatoirement, ça c'est une exigence, la première tapisserie, en fait, ce sont des comités internationaux qui vont sélectionner les artistes. C'est seulement après coup, en fait, qu'il y aura des jurys et que les dossiers de candidature seront adressés. Elles devront avoir, chacune de ces pièces devra avoir une dimension obligatoire de 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, c'est grand, c'est très grand. Elles vont devoir être réalisées à la main et puis généralement, elles sont encore réalisées sur des métiers. Les artistes, alors je mentionnais tout à l'heure Le Corbusier ou Matisse ou Harpe, la première biennale de Lausanne, vous avez ces grands noms qui viennent. L'exposition, toutes les expositions, en tout cas la plupart d'entre elles, seront organisées dans les salles du musée cantonal au Palais de Rumine. Dans ces grandes salles, vous avez ces tapisseries gigantesques qui en fait habillent, enfin elles font plus qu'habiller, elles émerveillent les murs du musée cantonal. Et ce ne sont pas encore des pièces qui sont réalisées par les artistes eux-mêmes. Les artistes dessinent, demeure primordial le coup de crayon, le dessin, et puis après il y a une autre personne qui exécute. Ce n'est pas le cas de la plupart des artistes qui sont présentés à la Biennale de 1962. Et en 62, déjà, je vous promets, je ne ferai pas un détail de toutes les biennales jusqu'en 1995. Mais quand même, la première biennale est capitale parce que
non seulement à Lausanne, le CITAM est créé, mais la première biennale, si vous voulez, Venise, qui existe depuis longtemps, a sa biennale du chevalet, de la peinture, et puis tout d'un coup, Lausanne, alors que ça n'existe nulle part ailleurs, a sa biennale de la lisse ou du fil. D'ailleurs, Chevalat et Jacquard, et puis finalement Berger, ont tout de suite saisi l'intérêt pour le rayonnement de la ville, et ils ont eu véritablement raison de le faire. En 1962, première biennale, il a une salle, ils sont environ, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais disons une trentaine, quarantaine, une cinquantaine d'artistes, on vérifiera. Parce qu'il existe des catalogues, ça me permet de le dire, de catalogues de chacune de ces biennales. Il y a une salle qui est dédiée aux artistes polonais. Et dans cette salle, il y a des exigences qui sont respectées. On est dans les 12 mètres carrés, on est dans des choses qui sont encore réalisées sur des métiers. Je vais boire ma gorgée, comme ça c'est fait, Olivier Lafly. Hein? J'en prends même une deuxième. Il y a ces pièces polonaises qui vont, je crois qu'immédiatement elles ne choquent pas le public, elles la critiquent. D'abord elles les bousculent un peu. Parce que ces pièces, alors on imagine généralement ces tapisseries qui sont, disons, très souvent rectangulaires ou carrées, qui restent quand même dans quelque chose d'assez rectiligne comme ça. Il y a une personne notamment dont je vais vous parler un peu plus longuement, qui est une artiste polonaise qui se nomme Magdalena Abakanowicz, qui présente en 62 une pièce qui est juste une sorte de long bandeau. Et ce bandeau, il révèle, cette tapisserie, elle révèle beaucoup plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un regard, un travail qui est apporté dans le matériau même. C'est-à-dire que ce n'est plus comme l'Ursa l'imaginait, un gros point quand même assez régulier avec des couleurs. Là, il y a déjà une relecture de la tapisserie, bien qu'elle respecte exactement les exigences du comité qu'il a proposé à la Biennale, avec des fils de chêne, par exemple, qui ressortent. Il y a aussi, et c'est très important, si au départ on parlait surtout de tapisseries qui étaient réalisées en laine ou en soie, éventuellement pour les tapisseries anciennes très prestigieuses avec des fils d'or, d'argent. Là, ces nouvelles artistes vont travailler avec des matériaux inédits. Pourquoi? Parce que aussi généralement, ce sont des matériaux qui sont à leur disposition puis qui sont aussi moins chers. Donc par exemple, Magdalena Abakanowicz va rapidement travailler avec du sisal. Sisal, c'est une matière organique qui est assez rude, qui est assez rêche. Et en fait, durant les années 60 et les années 70, lorsque ces femmes polonaises, yougoslaves, en tout cas ces femmes qui viennent des pays de l'Est, révèlent la tapisserie, et elles font plus que la révéler, elles vont révolutionner l'art de la tapisserie, elles le font par le biais de matériaux différents dont je reparlerai également. Simplement pour vous dire qu'en 1962, la presse quand même, la presse, les articles, certaines personnes sont choquées, sont déjà choquées parce que, oulala, on sort de la tradition. 1965, c'est une deuxième biennale. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps d'important? C'est Pierre Poli, sur le conseil de Jean Lursa, qui justement, après la première biennale de 62, se dit « il faut absolument que j'aille dans ces pays de l'Est pour voir exactement ce qui s'y fait ». Cette chose qu'on a sentie comme ça dans cette salle polonaise, il faut que j'aille à la source même de cet esprit de renouveau. Et donc c'est la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Pologne. C'est des rencontres. Alors Pierre Poli est seul, où il est accompagné d'Alice, où il est également accompagné d'André Kunzi. Oui, c'est juste André.
qui est un critique d'art, qui est aussi un homme qui sera profondément amoureux, comme mon trio, de l'art de la lisse, et qui va notamment rédiger dans les années 70 des publications très importantes sur la nouvelle tapisserie. Alors il voit dans ces pays, dans les caves, dans les salles de bain, dans les cuisines, des femmes qui travaillent le fil. Alors le fil, c'est la laine, mais on l'a dit, hein, c'est le sisal, c'est le coton, c'est peut-être la corde, c'est le chanvre. Elles travaillent avec des matériaux inédits et ce qu'elles mettent en avant, c'est la particularité même esthétique, l'expression qui peut être transmise dans une création textile par le matériau même. Lorsque vous vous approchez, lorsque vous observez après une de leurs créations textiles, le matériau lui-même crée déjà une partie de l'œuvre. Donc en 1965, on passe, il y a toujours de la tradition dans les biennales de Lausanne. Peut-être qu'on a laissé tomber la figuration pour quelque chose qui penche un peu plus vers l'abstraction. Dire, et c'est important parce que je vous évoquais quelques anecdotes ou quelques lignes féministes, que bien évidemment dans l'art de la tapisserie, ce sont surtout des hommes au départ, ce sont de grands artistes, de grands peintres, ce sont des hommes qui réalisent des cartons, des hommes qui sont les lissiers, les hommes qui, d'ailleurs au début du siècle aussi, ce sont les hommes qui, à l'école du Bauhaus par exemple, vont construire les premiers concepts, mais pour bâtir des structures, des architectures phénoménales. Les femmes, elles, sont cantonnées à l'art du fil. Mais en fait, elles ont cette intelligence d'exploiter ce matériau qu'il aurait réservé, mais presque par défaut, parce que toutes ces femmes dont je vous parle, la Bakanovic, Buich, Sheila Hicks, dont on n'a pas encore parlé, ont toutes eu des formations en beaux-arts avec des professeurs qui sont des grands peintres, des sculpteurs, et qui ne sont pas des spécialistes du tout du fil. Simplement, c'est pas un domaine qu'il aurait réservé, mais c'est un médium qui n'est pas encore exploité. Donc leur éclair de génie, c'est d'exprimer des idées aussi grandes que les hommes, voire, à mon sens, non pas à mon sens, mais des projets qui sont tout autant importants que ceux des hommes, mais à travers un art, à travers une discipline qui n'est pas encore véritablement exploitée, ou en tout cas qui demande à être pensée. En 1962, parce qu'il ne faut surtout pas que je reviens en arrière, mais pour ne pas oublier Alice dans mon histoire, si Pierre Pauly devient le commissaire général des Biennales de Lausanne, il devient aussi en 1965 le conservateur du musée des arts décoratifs à Lausanne, et puis il est aussi aux côtés de René Berger le commissaire des galeries pilotes, qui était un peu l'ancêtre de nos foires d'art contemporain actuelles. Alice, elle, qui est vraiment restée dans l'ombre des biennales, alors qu'elle y travaille certainement tout autant que son mari et que Jean Lursa, elle ouvre une galerie à Lausanne. Alors maintenant, hein, c'est tout à côté de votre atelier de numérisation, mais en 1962, la galerie Pauly, la galerie Alice Pauly, parce qu'elle est propriétaire de la galerie, se trouve à l'avenue de Rumine. Et en parallèle des biennales de Lausanne, qui vont réinventer cet art textile, vous avez des expositions de ces mêmes artistes qui vont être présentés dans la galerie d'Alice Pauly. Je lis Alice Pauly, tout d'un coup je pense à Alice Pauly en vous parlant du féminisme des artistes, parce que effectivement, lorsque vous portez un regard rétrospectif sur l'histoire des biennales, le nom d'Alice Pauly est très rarement mentionné. Pourquoi? Parce qu'elle avait le côté galerie, le côté marchand de cet art textile. Et puis Pierre, lui, était cantonné à la verve et à l'intellectualisme. Je saisis l'occasion de dire qu'il y a toujours une femme derrière un homme qu'on oublie parfois.
En 1966, Jean Lurçat décède. Il est directeur du CITAM. En 1970, c'est soudainement Pierre Pauly qui décède. Si des gens ont eu peur que les Biennales de Lausanne, premièrement, n'aient pas lieu, et deuxièmement, s'essoufflent totalement après la disparition de ces deux hommes qui les avaient totalement portés, au contraire, les années 70 vont être, à proprement parler, celles de la révélation. Et une révélation qui est la révélation de la nouvelle tapisserie. Alors j'abandonne peut-être les pays de l'Est pour simplement aussi rappeler que les Américaines ont également été, et je parle beaucoup des femmes, mais bien évidemment vous avez également des hommes qui se sont confrontés à l'art du fil, qui ont fait aussi des choses très intéressantes. Les Américaines, les Françaises, des artistes suisses également extrêmement importantes, puis dans les années 80, des Japonais. Pour que vous ayez quelques repères dans cet art textile, qu'est-ce que tous vont faire à la suite de ces artistes de l'Est, c'est qu'ils vont totalement décrocher cette tapisserie qui est une chose murale. Lurçat parle d'une chose murale. Cette chose murale, il la réinvente. Donc on a parlé des matériaux. Il y a la forme, bien évidemment, qui est capitale. Donc on va décrocher cet objet textile du mur et notamment on va le suspendre dans les espaces. On ne parle plus vraiment à proprement parler de tapisserie. La terminologie va évoluer au fur et à mesure des années. On parle d'objets textiles. Puis, ce n'est pas tout à fait une tapisserie, ce n'est pas tout à fait encore une sculpture. Vous vous imaginez des pièces de 3 mètres qui flottent dans l'espace. Elles ne sont plus droites, elles n'ont plus un tombé strict. Elles vont profiter en fait peut-être de la douceur féminine avec des ondoiements. Le visiteur dans les salles de la Biennale va non pas s'arrêter, il le fera encore bien évidemment, mais parfois il a l'occasion de pouvoir tourner autour de la pièce, d'avoir des visions qui sont totalement différentes de près ou de loin, d'avoir un regard sur la matière ou sur la profondeur en fait, parce que tout à coup apparaît aussi la tridimensionnalité des pièces. Donc de la tapisserie, on va finalement arriver à des sculptures textiles, puis également à des environnements textiles. Je vous parlais tout à l'heure du décès de Pierre Pauly. Lorsque Pierre Pauly décède, il vient d'examiner les 500 dossiers qui étaient adressés au jury des biennales. Jagoda Buic, qui est une des grandes dames de la tapisserie, va alors renommer la pièce qu'elle allait présenter au biennale et l'intituler « Hommage à Pierre Pauly ». Son hommage à Pierre Pauly, c'est une pièce monumentale qui est actuellement présentée d'ailleurs à Paris, si vous avez encore l'occasion pendant quelques semaines, ou certainement vous la reverrez en 2015, en 2016, en 2020. Cet hommage à Pierre Pauly, il est monumental, il fait aussi référence à toujours une tradition du fil, parce que ces artistes en fait réinventent une réflexion, réinventent un regard, mais ils ne sont pas, ils n'abandonnent pas toutes les traditions ancestrales. Alors pour Buic, ce sont celles des Balkans. Vous avez après des artistes aussi qui viennent d'Amérique du Sud, qui vont exploiter d'autres traditions de l'art textile. Tout ça pour revenir à des environnements textiles. Vraiment des pièces qui vont habiter sur plusieurs mètres carrés les salles de Lausanne. Lorsque j'évoquais les Japonais tout à l'heure, ou les Américaines, ce sont finalement dans les années 70 puis les années 80 des pièces qui vont avoir des ajours, qui vont avoir des trous à travers lesquels on peut regarder, à travers lesquels le regard circule, l'air circule, la lumière se pose de manière tout à fait différente. D'ailleurs, c'est aussi un des souhaits de ces créatrices,
c'est que ces pièces puissent être imaginées de manière très différente, qu'elles soient à l'intérieur d'un espace ou extramuros, avec des teintes, donc elles teignent elles-mêmes leurs fils, mais les teintes aussi qui vont très certainement changer en fonction de la lumière. J'ai aucune idée de l'heure qui passe, donc je vais peut-être aussi vous expliquer en 2 mots pourquoi ces biennales de Lausanne ont été capitales. Donc on l'a dit, en tout cas je l'ai dit, elles sont les premières à voir le jour, les premières à encourager ce renouveau de l'art textile. Elles vont vraiment bouleverser tout le monde, elles vont bouleverser aussi la terminologie de l'art de la lisse, parce que presque chaque année ou chaque 2 ans, pendant 30 ans, les gens vont dire « mais attendez, est-ce qu'il s'agit encore de tapisserie ? Est-ce que de la laine, alors que maintenant on utilise la corde, on fait des nœuds, on fait des macramés, par la suite on va utiliser du papier, du caoutchouc, est-ce que tout ça demeure encore une biennale de la tapisserie ?» Bon là les discours, et je ne pourrais pas les résumer ici, sont très nombreux. C'est finalement uniquement en 1992, soit à l'avant-dernière biennale, que le titre de la biennale est changé et devient celui de biennale de l'art textile. Lausanne a vraiment été précurseur en la matière. Après coup, il y a d'autres biennales qui ont vu le jour, en Pologne notamment, aux États-Unis, actuellement il y en a au Portugal. Je crois qu'il est très important de noter que si cet art était considéré au début du XXe siècle comme quelque chose d'un peu abandonné, ce sont véritablement les biennales de Lausanne qui se voulaient être, et c'est l'URSA qui le disait, de véritables sortes de sismographes de l'art du fil. Il donnait des pistes. Il n'était pas question de juger ces artistes qui étaient présentés à Lausanne. On ne les consacrait pas, on ne leur donnait pas un prix. Simplement, on offrait la possibilité à ces artistes qui ne pouvaient pas au départ présenter leurs œuvres de venir, de se rassembler, de partager, d'évoluer ensemble autour d'un même art. Et puis surtout, on donnait la possibilité au public et à tous les critiques de voir cette évolution au fur et à mesure des années. Et actuellement, dans les grandes expositions, et c'est vrai qu'en 2013, elles ont été très nombreuses en Allemagne, en France, en Italie, qui reportent un nouveau regard sur cet art textile, sur cet art du XXe siècle, qui justement est parvenu à arracher l'art du fil de ce que l'on considérait vraiment comme un art décoratif, un artisanat, pour le replacer de manière totalement libre dans l'espace qu'est celui des beaux-arts. Et actuellement, lorsque vous parcourez les grandes expositions, vous voyez en fait que de nombreux artistes contemporains usent du fil de manière très diversifiée, de manière également très audacieuse, et qu'on devrait reconsidérer, alors certains l'ont déjà fait, mais cet art du textile, en fait, de sa naissance, elle est loin d'être bouclée. Et donc mon attache à l'art textile et à l'amour du textile, parce qu'il faut quand même revenir à l'histoire d'amour, c'est effectivement une fonction de conservatrice à la Fondation Tom Spoli à Lausanne, qui a hérité en fait d'une collection d'œuvres d'art textiles offertes à la mort de Pierre Poli, parce qu'a été créée en son souvenir, en son hommage, une collection et une association qui est l'association Pierre Poli, à laquelle chacun des artistes de la Biennale qui avaient aimé Pierre Poli ont offert une œuvre. Cette collection importante, elle a été léguée il y a une dizaine d'années au canton de Vaud, et puis donc à la fondation Tom Spoli, qui, à côté d'une collection ancienne, promeut et continue de promouvoir internationalement cet art
textile du XXe siècle. Voilà, merci de votre écoute. Alors, vous n'avez pas dit pourquoi ça s'était arrêté en 95, je crois. On a l'impression d'être fort sur cette partie-là, surtout que, oui. Je ne sais pas si c'est une question de mode, parce que vous disiez qu'il y en avait toujours un peu partout sur la planète, donc oui. Il y a toujours un intérêt très fort pour certains textiles. Alors, c'est quelque chose, effectivement, qu'on élude avec volontairement. Les gens aujourd'hui, les personnes qu'on rencontre au cours des expositions, lorsqu'on est à l'étranger, au cours des colloques, qui vous parlent de ces biennales de Lausanne, ont vraiment la voient encore aujourd'hui comme quelque chose de fondateur. Et les biennales de Lausanne, lorsqu'on rencontre les gens, certains vous disent mais est-ce que ça existe encore? Mais c'était formidable, c'était là en fait qu'on comprenait où en était l'art. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Pour plusieurs raisons, et puis notamment, certainement aussi pour des raisons politiques, parce que en 1995, il y a eu peut-être cette impression, et déjà auparavant, fausse impression qu'on avait déjà beaucoup montré. En fait, est-ce qu'il était vraiment utile de continuer à présenter quelque chose de nouveau? Et que les artistes eux-mêmes, en fait, avaient peut-être abandonné cette classe artisanat art, et puis que c'était un art usé de tous, et que les artistes contemporains utilisaient cet art de la fil qui pouvait être présenté dans d'autres cadres de biennale. C'est aussi malheureusement en raison de plusieurs personnes à Lausanne, je crois que c'est pas faux de le dire, qui peut-être ne portaient pas en eux, contrairement à Pierre Poli, contrairement à René Berger, contrairement à Erika Billetter, quand tous étaient conservateurs du musée cantonal, un amour et la certitude qu'il se passait des choses fondamentales dans cet art textile. Et il y a eu un jour un monsieur à la tête, nouveau directeur conservateur à la tête du musée cantonal, qui a dit moi je ne mets plus à disposition les salles du musée, je préfère monter mes projets, etc. Alors d'une chose assez simple, qui était forcément, vous vous imaginez ces œuvres monumentales, il n'était pas question de pouvoir les présenter dans une salle. C'était quelque chose qui avait une ampleur fondamentale. On a bien, d'ailleurs, les jurys ont bien essayé, dans les années 80 aussi, de présenter des œuvres hors les murs, dans la ville. Mais en fait, il y a eu peut-être un manque d'intérêt, mais un manque d'intérêt de personnes à Lausanne pour ces biennales. Ils ont fait une erreur, parce qu'effectivement, maintenant, tout nous porte à croire que ces biennales auraient pu, comme la Biennale de Venise, mais continuer durant des décennies. En tout cas, moi, je pense que c'est mon avis. Il y a eu aussi après des personnes qui avaient décidé de promouvoir autre chose à Lausanne. On dit aussi normalement structurellement que dans une ville, il ne peut avoir qu'une biennale. Donc vous ne pouvez pas avoir une biennale de la tapisserie et puis une biennale des jardins, puis une biennale de la photographie. C'est pas possible. Ce sont ces raisons conjointes qui ont assez brutalement en fait fait cesser les biennales de la tapisserie en 1995. Ce qui est intéressant, c'est que justement là on est, c'est pas si vieux, hein, c'était seulement il y a 10 ans, et l'année dernière, il y a aussi à la tête des institutions des personnes qui ont envie de reporter cet art au devant de la scène. Et à travers la presse internationale, on se rend compte que ce regard sur le XXe siècle, mais qui est présenté aussi à travers les artistes actuels, a une raison d'être. Et la Biennale, malheureusement, s'est terminée en 1995. Certaines personnes, et notamment à Lausanne encore aujourd'hui, nous disent « mais tiens, il faudrait la réhabiliter ». C'est vrai que ce sont des moyens colossaux et en termes de personnes humaines également. C'est quelque chose à porter. Il faudrait avoir l'enthousiasme et puis l'énergie ou d'un homme extraordinaire comme Pierre Poli, qui était une sorte
d'arachnées comme ça, avec plein de fils pour remonter quelque chose ainsi. Et puis peut-être que maintenant, malheureusement, c'est passé. Peut-être qu'on a passé la main, c'est pas un mal. Hein. Nous, Lausannois et Fondation Tom Spoli, nous nous raccrochons au fil parce que nous sommes les héritiers du CITAM et les héritiers des Biennales de Lausanne. Et à chaque endroit, je l'imagine, où il y aura des présentations importantes, eh bien, on en fera partie. On sera peut-être plus juste à la base du travail. Et notamment, je vous invite aussi en 2014 à l'été à aller au Portugal, où vous aurez une très très belle exposition des collections de la Fondation. Voilà. Peut-être une autre question parce que j'ai... Oui. Dans l'histoire d'amour, on a connu la fin des deux hommes. Qu'est-ce qu'est devenu Madame Poli? Alors Madame Poli, en fait, c'est une histoire parallèle. Maintenant, on ne peut pas, et c'est pour ça que mon histoire d'amour tourne véritablement autour de Lausanne, parce que ces trois personnes portent en elles l'identité, et aujourd'hui encore, l'identité culturelle de la ville de Lausanne. Alors, je vous refais pas encore une nouvelle histoire, hein, mais effectivement, vous l'imaginez. Je réponds à votre question, j'essaye d'être synthétique. Hein, mais vous imaginez qu'en 1970, lorsque Pierre Poli décède, Alice Poli, elle a sa galerie, elle est toute seule, c'est très dur. C'est aussi une femme extrêmement forte, c'est ce qui l'a fait tenir, c'est cette énergie, je pense, du travail, qui fait qu'elle va parvenir, avec l'aide de ses amoureux de la tapisserie, parce que vraiment, initialement, ce qu'elle promeut dans sa galerie de Rumine, c'est l'art textile, elle va continuer à promouvoir ces artistes, et ces artistes de l'Est notamment, et puis les autres, et la galerie demeure, la galerie Alice Poli demeure. Alors aujourd'hui, à travers le monde, lorsque vous parlez de Madame Alice Poli, en général tout le monde sait qui c'est, elle est vraiment associée à l'art contemporain. Pour les plus anciennes générations, ils se rappellent que l'art contemporain, c'était aussi cet art du textile. Actuellement, Madame Poli, donc en 1989, elle a quitté les espaces de Rumine qui étaient un peu étroits pour présenter ces sculptures textiles comme ça qui se déployaient tels des organes. Et elle a investi le quartier du Flon. D'ailleurs aussi un peu en tant que précurseur, parce qu'à cette époque le Flon, c'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Elle a en fait initié comme les lofts américains le Flon avec une galerie d'art contemporain. Et aujourd'hui encore, donc Madame Alice Poli se porte extrêmement bien. Elle a, si je ne me trompe pas, 93 ans. C'est une dame d'un certain âge qui encore donne toute son énergie à l'art contemporain. C'est vrai qu'il y a un peu moins de textile au cimès de sa galerie, mais par contre, elle reste le défenseur des Biennales de Lausanne. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sur les Biennales de Lausanne. Madame Alice Poli veille en fait à la mémoire de ces biennales. Ce qui me permet d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de parler des Poli. Il y a bien évidemment également les collectionneurs. Parce que lorsque vous parlez de Madame Poli, vous parlez aussi de gens qui vont acquérir ces pièces. Acquérir à la galerie des environnements, des sculptures textiles. Et ce sont des couples de collectionneurs importants, et notamment Pierre et Marguerite Magnona, qui ont fait une donation vraiment importante également à la Fondation Tom Spoli, parce que eux aussi, en tant que collectionneurs, on peut suivre cette création à travers les âges. Ça répond à peu près? Oui. Oui. Moi, j'ai une question à te poser. On a eu la chance ici à l'atelier de photographier des œuvres, toujours de très grandes dimensions, qui posent évidemment pas mal de problèmes techniques, ne serait-ce que pour les faire tenir et les suspendre, et après les éclairer. Est-ce qu'il y a des artistes dans le monde qui ont osé faire du minimaliste et de toute petite tapisserie ou textile de toute petite dimension? Oui. Est-ce que quelqu'un a osé faire ça? Est-ce que les gens le font? Oui.
je me rends compte que je parle beaucoup des Polonais, mais par exemple, il y a deux choses différentes. Il y a les choses de petite dimension et puis il y a les choses très épurées. Par exemple, les Japonais, puis après les Coréens aussi, vont présenter des œuvres, ou les Américaines, qui sont totalement épurées. De cette chose un peu folle, de ces poils qui vont dans tous les sens, poils de chèvre, crins de cheval, etc., des premiers artistes, vous avez en fait tout à coup de l'organza, des choses très très fines, des choses qui sont suspendues. En fait, il suffirait de souffler dessus pour les faire bouger. Donc on a aussi ce déplacement d'un art textile dans une certaine mesure de quelque chose de très lourd, parce qu'Abakanović en fait il doit même réfléchir au fil de chaîne qui soit assez solide, en fait, parce que les pièces, et on l'a vu ici, sont extrêmement lourdes, à quelque chose de beaucoup plus épuré et de beaucoup plus léger. Alors ce dont vous parlez, Olivier, c'est le mini art textile existe également parce que de toute manière ça me permet de revenir au biennale. Au départ il y a une pensée qui est structurée. Et lorsque les artistes adressent des dossiers au jury des biennales, ce sont des projets qu'ils leur présentent. Alors ça peut être quelques dessins, quelques petites maquettes qui ressembleraient finalement assez à ce qu'on voit maintenant à Milan dans le cadre des expositions de mini-art textile. Ce qui a permis aussi aux collectionneurs d'acquérir alors des pièces qui ne valaient pas des sommes extrêmement importantes, mais des petites choses, mais qui demeuraient à l'image des grandes pièces environnementales. Oui. Si je peux rajouter quelque chose, Olivier, il y a beaucoup de biennales consacrées au mini textile depuis en tout cas 15 ans, en France, en Italie, en Allemagne, en Lituanie. Donc c'est vraiment devenu un art textile à part, cette question du mini textile. Oui. C'est une grande ampleur. Ok, très bien. Il y a une autre question? Moi, je me posais la question du début de cette biennale où on voit que les pièces étaient réalisées de façon quasiment institutionnelle. En fait, où on avait un créateur qui faisait le dessin, une personne qui reproduisait, etc. En fait, au fur et à mesure, on peut imaginer que c'est une seule personne qui va travailler le projet de A à Z, qui va s'entourer d'une équipe. Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'une personne peut faire ça seule? Est-ce que... Alors, effectivement, j'ai perdu un moment un peu le fil du développement, mais on va perdre au fur et à mesure des années cette idée du créateur qui va confier son idée à un lissier. Et en fait, ce qui est très important dans cette histoire des Biennales de Lausanne, c'est qu'effectivement, les artistes vont s'approprier le métier à proprement parler. Ils vont tisser eux-mêmes les pièces, voire en fait, ils vont se mettre à travailler sans métier du tout. Vous avez des images incroyables où les artistes en fait ou inventent même des métiers dont ils ont besoin parce que leurs pièces sont gigantesques. Les Japonais, par exemple, dont on parlait, alors on a parlé de choses très épurées, c'est surtout des choses monumentales pour lesquelles en fait il faut repenser non seulement, il faut penser la pièce, mais il faut repenser aussi le métier à tisser pour arriver à des choses qui sont tournoyantes. Il y a aussi un couple qui est très important dans l'histoire des biennales, qui est le couple Pierre et Rizzi Jacobi, qui eux sont roumains et vont travailler par exemple avec le poil de chèvre. Alors ils travaillent sur une sorte de métier, mais ils vont réussir à enrubanner des choses qui relèvent de leur tradition ancestrale, mais effectivement à partir d'un métier, véritablement on n'a pas encore très bien compris, c'était un métier en fait qu'ils avaient dû inventer eux-mêmes. Donc cette idée d'une production qui se faisait par l'intermédiaire de 3 puis de 2 personnes, elle devient généralement celle d'une seule personne qui fait tout de bout en bout.
Et par exemple, des Français tels que Pierre Daquin, qui au départ, parce que bien évidemment, il y a des personnes qui vont, pendant encore un certain nombre d'années, continuer à travailler avec des lissiers, vont quand même des fois expérimenter les choses par eux-mêmes et occuper cet espace par eux-mêmes. Par contre, actuellement, vous avez par exemple à Aubusson des concours qui sont ouverts aux artistes contemporains. Et là, de nouveau, et c'est le cas au Gobelin à Paris, vous avez comme dans les années 40, les Léger, Picasso, etc. confiaient des dessins aux lissiers. Vous avez à nouveau ce retour avec des gravures, des dessins qui vont être réinterprétés ou repassés à travers le fil par des lissiers. Donc en fait, on est en train de faire une sorte de boucle, mais qui en fait porte le tout et ne sépare plus, à mon sens, artisanat et art. On est vraiment en train de porter quelque chose qui relève des beaux-arts, point barre. Ouais. Merci beaucoup. Merci Magali. Who?